Les premières tentatives de faire passer le roi de l'Atlantide sur grand écran remontent respectivement à 2004 et 2009, mais, comme souvent chez Warner, les films n'en restent qu'à l'état de projet inachevé. L'envie d'élargir l'univers cinématographique d'ici à partir de Man of Steel offrira de nouvelles perspectives dès 2013 concernant Aquaman au cinéma. Il s'agira d'ailleurs là d'une priorité selon Geoff Jones, chef créateur de DC Entertainment et ancien assistant de Richard Donner. Jason Momoa, connu pour ses rôles de Conan et de Khal Drogo dans la série Game of Thrones, est casté pour interpréter l'homme qui parle au poisson en octobre 2014. En 2016, après avoir présenté le personnage au grand public par le biais d'une courte scène peu mémorable de Batman v Superman, Warner Bros annonce que le film solo centré sur ce même personnage d'Arthur Curry fera suite aux événements racontés dans Justice League, tout en nous dressant le portrait du héros à travers son origin story. En 2016, Amber Heard obtient le rôle de Mera devant Gina Carano, Ronda Rousey et Debbie Gibson. Puis suivent au casting Willem Dafoe, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II et enfin Nicole Kidman. Contrairement à nombre de films estampillés d'ici Warner Bros, le tournage se déroule sans réel accroc, dirigé d'une main de maître par James Wan, réalisateur de Saw et Conjuring, si ce n'est la difficulté évidente de devoir dépeindre un monde aquatique vivant et féerique. Le plateau voyage à travers le monde, traînant les acteurs et les équipes techniques de l'Australie au Maroc, en passant par la Sicile. 2300 effets visuels se comptent au film final qui sort en décembre 2018. Un véritable raz-de-marée déferle sur le box-office mondial. Aquaman, fixé à un budget de production total avoisinant les 200 millions de dollars, remporte 1,150 milliard à travers la planète, ce qui en fait le nouveau plus gros succès commercial de DC Comics, volant la vedette au Dark Knight Rises de Nolan, invaincu depuis 2012 dans sa propre écurie. Une performance incroyable et jusque-lors peu prévisible, tant le personnage mis en avant par le film suscitait jusque-lors un désintérêt profond aux yeux du grand public. Bien le bonjour les Inxos et vous êtes sur Os Comics. Aujourd'hui, nouvel épisode Magnétoscope, nous allons parler d'Aquaman de James Wan, sorti en 2018. Alors, résumé du film, origin story d'Arthur Curry, ses débuts, son entraînement avec Vulko. On apprend donc qu'Arthur Curry a été abandonné entre guillemets par sa mère, la reine Atlanna, lorsqu'il était enfant. Elle l'a laissé à son père, qui est un humain gardien de phare, dans la ville côtière américaine d'Amnesty Bay. Et donc Arthur a grandi sans savoir qui il était vraiment avec son père gardien de phare. Il s'est découvert des pouvoirs aquatiques, le fait de pouvoir respirer sous l'eau, le fait de pouvoir communiquer de manière télépathique avec les animaux, avec la faune marine. Il s'est découvert comme ça plusieurs pouvoirs, et puis un jour il va comprendre qui il est, l'héritier du trône Atlante. Mais il va devoir se confronter à son frère Orm qui a pris le trône de force et qui s'est déclaré Ocean Master, c'est-à-dire le maître des océans, et qui a pour but d'unir tous les royaumes sous-marins, parce qu'il n'y a pas que Atlante, sous l'eau il y a Xebel, il y a comment ça s'appelle, Bryn, enfin il y a plusieurs royaumes, les Fishermen, et donc du coup le but de Orm c'est d'unir tous les royaumes aquatiques sous la bannière Atlante et de déclarer la guerre aux humains qui polluent les océans depuis bien trop longtemps. Voilà, donc la raison est quelque part légitime, on va en parler dans ce magnétoscope. Aquaman, bien évidemment, qui est un film qui fait partie du DC Extended Universe initié par le Man of Steel de Zack Snyder, puisqu'il reprend le personnage incarné par Jason Momoa dans le film Justice League. Donc le film Aquaman n'est pas le premier film officiel avec Aquaman dedans, puisqu'il y a déjà eu Justice League et BVS bien avant. Alors, quel rapport j'entretiens avec ce film ? Un très bon rapport. J'ai jamais, désespéré concernant le film Aquaman. J'ai désespéré beaucoup concernant les autres projets du DCEU. Je me suis mis à désespérer peu de temps avant la sortie de Justice League, parce que je commençais à comprendre que le film allait pas être si bon qu'il le promettait au travers de ses bandes annonces. J'ai désespéré quand j'ai vu Suicide Squad. J'ai eu un petit peu plus d'optimisme à la suite de Wonder Woman. Et Aquaman, c'est un film que j'ai toujours bien senti, parce que déjà d'une, c'est James Wan à la réal, donc c'est un réalisateur qui a déjà fait ses preuves et qui c'est pas un yes man, c'est pas un mec qui va se laisser emmerder par le premier producteur venu. Donc déjà il y avait un mec de talent derrière la caméra, et puis c'est un tournage qui faisait pas parler de lui, Aquaman.
Donc c'est une bonne chose. Hein. C'est pas, t'entendais pas des rumeurs comme quoi il n'y a rien qu'à aller sur le tournage, comme quoi c'était en train de devenir un enfer de production, ce genre de truc, comme il y avait eu sur Wonder Woman par exemple, ou comme il y avait bien avant sur BVS et sur Suicide Squad et toute la clique. Aquaman, c'est un film qui n'a jamais fait parler de lui, qui s'est très très bien déroulé du début à la fin, et donc du coup moi j'étais assez confiant. Et j'étais vraiment hypé et enthousiaste à l'idée de voir cet univers aquatique parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas été encore initié dans le monde comment dire, des comic books movies. C'était quelque chose d'inédit et quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup tout ce qui est aquatique. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans cet environnement. Donc du coup, Aquaman, ça me hypé. Ça fait déjà 5 minutes que je parle du film alors que j'ai même pas commencé à évoquer les points forts et les points faibles, donc on va y aller tout de suite. On va commencer par les points faibles, les points négatifs du film. Ça manque un peu de... Comment dire? Pas d'enjeu, mais un peu de sérieux. Ça manque un peu de sérieux dans ce qui se passe. On a quand même les Atlantes qui, sous Orme, attaquent littéralement les villes côtières américaines. Alors ils font s'échouer des centaines, enfin des milliers, peut-être même des centaines de milliers de tonnes de déchets que les Atlantes font remonter à la surface pour faire s'échouer sur les villes américaines. Et pas que, hein, on a Lisbonne aussi, enfin un peu partout dans le monde. On a vraiment un soulèvement de la part des populations aquatiques qui se révoltent contre les humains. Et donc on a cette scène où tu as une tempête, tu as des bateaux qui sont littéralement expulsés, des épaves expulsées à la surface sur les habitations humaines. Et on se rend compte que voilà, c'est le bordel. Le problème, c'est que tu sens pas le côté vraiment dramatique de cette scène. Quoi. On ne dit pas qu'il y a des morts et t'as pas l'impression qu'il y en ait parce que c'est presque pris à la légère finalement. Tu vois, voilà, on voit qu'il se passe un truc, que les Atlantes ne sont pas contents. Mais ça va pas plus loin quoi. C'est pas comme à la fin de Man of Steel où là tu comprends qu'il y a des dizaines de milliers de morts dans l'attaque de Zod. C'est pas aussi violent, c'est pas aussi dramatique. Et du coup j'ai un peu de problème avec ça, c'est que c'est trop léger. Tu vois. Moi j'aime bien quand ça va un peu plus dans le drama. Parce que vous le savez, vous me connaissez depuis le temps que vous me regardez. Moi j'aime bien quand il y a des enjeux dans des films de super-héros. Et pour qu'il y ait des enjeux, il faut qu'il y ait des morts. Voilà. Et là, c'est trop gentil. Malheureusement. Ce film empêche de déboucher sur quelque chose que j'aurais aimé voir plus tard, c'est-à-dire le trône de l'Atlantide, là vous savez, l'arc scénaristique de Geoff Johns sur les New 52. Cet arc dans lequel les Atlantes se soulèvent et déclarent littéralement la guerre aux humains, et tu as la Justice League qui se forme pour aller, enfin qui est déjà formée depuis quelques temps, et qui va se mettre en travers de la route des Atlantes pour protéger les humains. J'avais beaucoup adoré cette histoire, et le problème c'est que ce film ne peut pas permettre ça du coup, puisque la guerre est désamorcée avant même qu'elle soit créée. Tu as le soulèvement des Atlantes et le fait qu'ils renvoient toute la pollution à la surface, tous les déchets à la surface, mais c'est pas une vraie déclaration de guerre, tu vois. C'est plutôt une espèce de contestation, un peu virulente certes, mais c'est pas une vraie déclaration de guerre au sens propre. Et du coup, le scénario de ce film fait que la guerre entre les Atlantes et les humains, qui pourrait voir du coup une intervention de la Justice League, c'est désamorcé clairement. Donc on n'aura pas ça malheureusement dans la suite. Puisqu'à la fin du film, Arthur devient le roi d'Atlantide et du coup le problème est réglé entre les Atlantes et les humains. Donc c'est dommage. Quelques points négatifs encore. Orm qui n'est pas assez méchant. Personnellement, je trouve qu'il n'est pas assez virulent. Voilà. C'est un politicien, voilà, clairement. Par exemple, tu vois, quand il apprend que Vulko l'a trahi pendant toutes ces années et que Vulko est toujours resté fidèle à Arthur, qu'est-ce qu'il fait Orm ? Il dit à ses gardes enfermez-le. Enfermez-le, mais assurez-vous qu'il a une belle vue. En plus, il est gentil, tu vois. Je sais pas, moi j'aurais préféré que dans le dégoût, Orm se tourne vers Vulko et lui enfonce une épée dans le ventre, tu vois, dans le cœur, tu vois. Là, on aurait, tu vois, c'est avec ce genre d'action que tu concrétises le fait qu'un méchant soit méchant. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, moi, c'est des choses qui, pour moi, coulent de source, quoi. Les méchants sont pas assez méchants, malheureusement, dans les films de super-héros de maintenant. Là, ils se contentent seulement de faire enfermer Vulko, alors qu'en vrai, tu vois, ça aurait été un film des années 90, il se retournait vers Vulko, et hop, il lui mettait un coup de couteau dans le cœur, terminé, on n'en parlait plus. Et là, ça aurait rajouté du drama et de l'intensité à ce film, qui en manque, malheureusement, qui en manque. Une scène, vous savez, quand Arthur et Mera se rendent dans le Sahara, ils sont en avion au-dessus du désert, et puis ils décident de sauter comme ça,
à plusieurs centaines de mètres de haut. Alors bien évidemment, les dégâts ne leur font rien, puisqu'ils sont, étant donné que ce sont des gens qui viennent de sous l'océan, leur peau est habituée, parce que ça on ne le dit pas dans le film, mais pourquoi Arthur a une résistance presque similaire à celle de Superman en termes de dégâts? C'est parce que c'est un mec qui est habitué à vivre dans des profondeurs où tu as une pression de l'eau qui est telle que, voilà, je veux dire, sa peau est habituée à une telle pression de la flotte, donc du coup, une balle de calibre de 9 mm ou quoi, c'est de la rigolade pour lui, tu vois. C'est pour ça qu'Arthur, c'est pour ça que les Atlantes ont une plus grande résistance que les humains en termes au niveau physique, au niveau épidermique, on va dire. Donc en fait, le fait qu'ils sautent en parachute, c'est pas ça qui me pose problème, c'est pas le saut en lui-même, c'est le fait qu'ils sautent comme des cons dans le désert sans prendre de bouteilles d'eau. Et puis il n'y en a aucun qui se dit, attends, dans le désert, nous autres qui venons de l'océan, on va peut-être en chier un petit peu. Dans les New 52, par exemple, quand Aquaman est dans le désert, il en bave le mec. Enfin, il n'est pas habitué à telles conditions climatiques, c'est un gars qui vient de la flotte. Et là, t'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre en fait. C'est ça qui me dérange un peu. C'est-à-dire que là où on aurait dû créer une faiblesse à Aquaman, parce que pour qu'un super-héros soit crédible, il faut qu'il ait des points forts et il faut qu'il ait des points faibles, des faiblesses. Un super-héros sans faiblesse, ça peut pas matcher. Ça peut pas matcher. Superman, il a la kryptonite, il a la magie en faiblesse. Tout le monde a une faiblesse, à part peut-être Batman. Mais tous les super-héros ont une faiblesse, et le problème c'est que Aquaman, là dans ce film, il n'en a pas vraiment, donc ça me dérange. Normalement, Aquaman devrait être beaucoup plus sensible à la chaleur, à la sécheresse, et il devrait pas tenir 10 minutes dans le désert, quoi. Ou alors il devrait en chier littéralement. Et là, non, t'as l'impression que c'est tranquille, pump it up, aucun problème à ce niveau-là, il se balade dans le désert, pas une gourde d'eau, rien. Donc du coup, cet Aquaman n'a pas de point faible, et ça m'emmerde. Tu vois, là, je suis en train de lire La mort du prince. Et dans les récits, donc ça date des années 70, et à cette époque-là, Arthur, on t'explique qu'il ne pouvait pas rester plus d'une heure en dehors de l'eau, sinon il mourrait. Son corps n'était pas habitué à rester plus d'une heure en dehors de l'eau. Après ça a été clairement modifié par la suite. Maintenant, dans les récits modernes d'Aquaman, Arthur peut clairement, je veux dire, il est comme nous, il peut vivre sans problème à la surface, c'est d'ailleurs ce qu'il fait dans les New 52, il vit comme un humain, mais voilà, il a quand même du mal à vivre dans certaines conditions climatiques. Lorsque Black Manta prépare son armure, la scène, il y a une espèce de musique rock. La scène n'a pas un côté forcément humoristique, mais en tout cas, le ton de cette scène est très léger. C'est destiné à faire sourire le spectateur. Et moi, j'ai pas envie qu'on me fasse sourire sur une scène de méchant. Un méchant n'a pas vocation à être humoristique une seule seconde dans un film de super-héros. À la limite, il peut sortir une punchline comme ça. Toi, genre le Docteur Octopus ou le Bouffon Vert, ça sort des punchlines de temps en temps, mais ils font des choses vraiment de méchants dans ces films. Et là, c'est le deuxième méchant du film avec Orm, et on n'a pas de vrai. Black Manta un peu plus qu'Orm, parce que Black Manta, au début du film, quand il intervient quand il pirate avec son père, quand ils abordent le sous-marin russe là, ils arrivent dans le bordel et ils tirent sur tout le monde, tu vois. Là, tu vois vraiment, voilà, c'est pas un guignol. Tu vois vraiment que là, pour le coup, il est méchant. Mais pourquoi est-ce qu'on fait une scène dans laquelle il se prépare et on tourne ça un peu en dérision avec un côté très léger? Ça décrédibilise le perso et ça aide pas à rendre le méchant méchant. Voilà. J'ai une impression de survol de ce monde sous-marin. C'est-à-dire que là, on comprend qu'il y a beaucoup de royaumes, il y a beaucoup de peuples. Hein. Il y a les Fishermen, il y a Bryn, il y a les Atlantes. Il y a beaucoup de peuples, beaucoup de royaumes, beaucoup de civilisations sous-marines. Il n'y a pas que Atlantide. Le problème, c'est que on te les montre un peu une par une, mais on fait que survoler tout ça. Et tu vois, je sais pas, un film, ça aurait pas été suffisant quoi qu'il arrive pour développer l'intégralité de cet univers sous-marin, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression de regarder un Seigneur des Anneaux en un film, tu vois. C'est comme si on n'avait fait qu'un seul film sur le Seigneur des Anneaux, on aurait été obligé de passer en revue très rapidement tous les peuples de la Terre du Milieu, et forcément, ça aurait été bâclé. Et j'ai cette impression-là. Même si au final, c'est pas vraiment un grand défaut, c'est juste un petit souci qui n'est pas bien méchant en soi. Ça n'aide pas, enfin ça n'empêche pas la bonne compréhension du film, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On a un côté film d'aventure à la Indiana Jones, c'est comme ça que le film a été vendu. Hein. Le film, à l'époque, je me rappelle, il le qualifiait de Indiana Jones et Star Wars, voilà, sous-marin. Le problème, c'est que l'intrigue d'Indiana Jones, là, c'est un peu cheap. Hein. C'est un peu cheap parce que les persos, ils trouvent toutes les réponses à eux seuls. Tu vois, parce qu'il y a un petit côté, tu sais, avec des indices, avec les parchemins, les machins, là. Le fait de regarder dans la longue vue pour savoir où il faut aller.
tout ça, il le trouve en 2-2. C'est-à-dire que, normalement, dans un film d'aventure, il faut que le spectateur puisse participer aux énigmes, à l'intrigue. Toi, dans Indiana Jones, tu essayes de résoudre certaines énigmes avec le professeur Jones. Il faut que tu t'investisses un tant soit peu dans le film. Et là, on laisse pas du tout le temps au spectateur de s'investir dans l'intrigue. La fin, j'ai pas aimé. Vous savez, quand Arthur franchit la cascade pour aller chercher son trident royal et son armure, et là, il se retrouve confronté à l'espèce de kraken. Il s'appelle pas le kraken, mais il a un nom à la con comme ça. L'espèce de serpent avec qui il parle. Et il lui dit, entre gros, si t'es pas d'accord, on va te faire enculer. J'ai pas envie de voir ça dans un film de super-héros. Voir le héros qui se permet des répliques comme ça, à des moments clés de l'aventure. Si t'es pas d'accord avec moi, on va te faire enculer. Tu vois. Enfin, il dit pas ça comme ça, mais c'est screw you en anglais. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Non, moi j'accroche pas à ce genre de façon de faire. Et puis bon, Arthur, quand il va chercher son trident et puis son costume, là, il t'explique que ses atouts royaux finalement. Il explique au serpent que de toute manière son monde est dans la merde et qu'il a besoin de lui et que quoi qu'il arrive, il ferait n'importe quoi pour parvenir, enfin pour réussir sa mission. Le problème c'est que son monde est dans la merde, on ne le sent pas. On ne le sent pas parce que comme je dis, ça manque de gravité. Dans ces films de super-héros, ça manque de gravité, on sent pas que son monde est vraiment en danger. Je prends toujours le parallèle avec Man of Steel parce que c'est l'extrême opposé. Man of Steel, à la fin, quand Zod fait tout péter dans Metropolis, oui, là tu comprends qu'il y a un vrai danger. Et là j'ai pas la même... je sais pas, j'ai pas la même compréhension finalement du truc, tu vois. Pareil pour la bataille finale, très très jolie, très très belle. L'espèce de grand rassemblement, là, tous les peuples aquatiques qui se foutent sur la gueule. Très joli visuellement, il y a une vraie recherche au niveau de la... au niveau de la photographie et tout, mais je sais pas, ça manque d'enjeu. Une bataille qui manque d'enjeu, parce qu'au final, s'ils perdent, qu'est-ce qui va se passer? Vraiment. Orm, le méchant, s'il gagne, qu'est-ce qu'il va faire, étant donné qu'il est pas si méchant que ça? Tu vois, c'est ça qui me pose un peu de problème. J'aurais bien aimé un truc, mais là, c'est pas vraiment un défaut du film, c'est plutôt quelque chose qui m'aurait plu, que malheureusement, je n'ai pas eu. À la fin du film, quand tous les Atlantes sont à la surface de l'eau, là, que Orm et Aquaman se défient une dernière fois, duel au trident, c'est là le combat final finalement. Très très belle scène. T'as plein de créatures à la surface de l'eau pour voir les deux rois qui s'affrontent. Sur ce coin de la planète, il se passe quelque chose de ouf à la surface de l'eau. Et Superman n'est pas là pour surveiller, quoi. Parce qu'on est dans le monde de Superman existe dans ce monde. C'est avéré par Mera, qui dit en très gros à Arthur au début du film, tu as combattu Steppenwolf. Donc ça veut dire en très gros, et même si on le savait déjà, ça confirme le fait que Superman existe dans ce monde. Et puisqu'Arthur a combattu avec lui au sein de la Justice League. Et donc si Superman existe dans ce monde, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là quelque part dans le ciel en train de surveiller ce qui est en train de se passer dans l'eau? Tu vois? Ça c'est du domaine de Superman. Tu vois, moi je l'aurais fait juste la figure, juste Henry Cavill en train de flotter dans les airs, très très haut dans les nuages, en train de regarder ce qui est en train de se passer, il contrôle la situation, il est juste venu surveiller, et il voit que Arthur Curry a repris contrôle de la situation, donc il est confiant, il fait un sourire et il se barre. J'aurais voulu voir ça, histoire de tisser le lien entre les films du DCU. Bref, 20 minutes sur les points négatifs, on va passer aux points positifs. J'ai l'impression que les magnétoscopes sont de plus en plus longs. Peut-être parce que je vieillis, je sais pas. Déjà, il y a un truc qui trompe pas, c'est que hier, quand je me suis lancé le Blu-ray pour regarder le film, j'étais hypé à mort. Je l'ai vu 2 fois au ciné, ce film, ça je vous l'ai pas dit. Je l'ai vu 2 fois au ciné, ce film, parce que je l'ai vraiment kiffé. Et du coup, hier, c'était la 3e fois que je le regardais, j'ai acheté le Blu-ray à sa sortie, et puis je l'ai pas vu depuis. Et du coup, 3e fois que je le regardais hier, et quand j'ai mis le Blu-ray dans la Xbox pour le regarder, j'étais vraiment heureux. Donc ça trompe pas, tu vois. Contrairement aux fois où j'ai dû faire le magnétoscope sur Suicide Squad, c'était plus compliqué, vous imaginez bien. Alors, les vrais points positifs, c'est parti. L'histoire d'amour est un peu cliché, mais elle est touchante, entre le père d'Arthur et Atlanna. Alors la musique. Oh là, il faut que je m'arrête sur la musique. Parce que le repère de Gregson Williams, il a fait un travail de fou furieux sur ce film. Repère de Gregson Williams, il a signé la bande-son de Wonder Woman dans le DCU, qui était sympathique, qui avait des thèmes vraiment épiques, comme celui de No Man's Land, par exemple. Mais
Hormis ça, la bande son de Wonder Woman était sympa, mais sans être épique, tu vois, sans être iconique. C'était une bande son, voilà, c'était du classique, on va dire. Ça allait pas chercher bien loin. Donc du coup, quand j'ai vu que c'était lui à la composition d'Aquaman, j'avais un peu peur. Je me suis dit, ça sera bien, mais sans plus. Et au final, il nous a livré une bande son de ouf. Mais vraiment, j'adore la bande son d'Aquaman. J'adore, je peux me l'écouter dans la bagnole en allant au boulot. Entre les compositions au synthé façon Jean-Michel Jarre, parce que pour moi, la première fois que j'ai vu le film, ça m'a frappé, quoi. C'est ce côté Jean-Michel Jarre. Tous les passages, toutes les scènes d'action sous l'eau, elles sont rythmées par une espèce de synthé rétro-futuriste. Je sais pas, c'est le futur vu dans les années 80. Tu vois ce que je veux dire? Donne une vraie identité à la bande son de ce film, c'est-à-dire que ça tu n'entends pas partout. Avec des compositions beaucoup plus classiques lorsqu'on est sur Terre. Le thème d'Arthur, quelque chose d'assez classique mais qui est quand même épique et qui fonctionne. Et le thème d'Atlantide. Le thème d'Atlantide, qui est décliné 2-3 fois dans le film. Il y a 2-3 réorchestrations de ce thème-là, 2-3 variations. Notamment, donc le thème d'Atlantide. C'est un des meilleurs trucs que j'ai entendu ces dernières années dans un film de super-héros. Là, clairement, depuis Man of Steel, j'avais pas entendu une musique aussi épique dans un film de super-héros. Réalisation très très cool de James Wan, avec une caméra qui plonge sous l'eau, qui revient à la surface, qui est vachement fluide, il y a des transitions vachement fluides, il y a des plans séquences, enfin je sais pas, James Wan s'éclate littéralement avec ses caméras, tu le ressens dans ce film. Il y a toujours des belles photos avec des soleils couchants, quelque chose qui est récurrent dans la commande de Geoff Jones. Toujours on a des magnifiques soleils couchants sur le phare, enfin voilà, ça a été repris dans le film à mon plus grand plaisir. Parce que ça donne lieu vraiment à des séquences super belles, juste au niveau du visuel, quoi. Tout ce qui se passe sous l'eau, c'est exceptionnel. Quand tu vois Atlantide qui est éclairé de partout, il y a un jeu de lumière, il y a une direction artistique de fou furieux, tout est magnifique dans ce film, tout est beau, plus la musique de Rupert Gregson Williams, pardon, qui vient sublimer le tout, c'est vraiment cool. Les méchants, donc là, comme j'expliquais, pour le coup, Black Manta, la première fois qu'on voit Black Manta dans le film, on lui amène le capitaine du bateau qu'il est en train d'aborder avec son équipe, on lui amène le capitaine menotté, et Black Manta, blam, il lui enfonce son poignard dans le ventre. Voilà, c'est ça que je veux voir, c'est des méchants comme ça. Ça fait un peu psychopathe dit comme ça, c'est ça que je veux voir. On est au cinéma les mecs, calmez-vous, hein. J'ai pas des penchants psychopathes, vous inquiétez pas, c'est juste que je veux qu'un méchant il soit méchant, c'est tout ce que je demande, merde. Quand Arthur intervient du coup dans la même séquence et qui balaye littéralement tous les mercenaires de Black Manta et de son père, on ressent l'impact des coups, tu vois. C'est-à-dire qu'il en met des mandales et tu ressens la brutalité, tu ressens l'impact et la violence des coups. Et ça c'est cool, parce que c'est pas donné à tous les films de super-héros qui ont tendance à adoucir toutes les scènes de baston pour pas que ça choque, tu vois ce que je veux dire. Une scène que je me repasse en boucle. Et une scène que je me repasse en boucle, pour moi, c'est synonyme de film réussi. Cette scène, c'est la scène que j'ai baptisée Swimming Lessons, parce que c'est le titre de la BO de Rupert Gregson Williams qu'on entend à ce moment-là, Swimming Lessons, donc les leçons de natation, quand Vulko apprend à nager à Arthur, enfant, et tu vois Arthur qui nage avec les dauphins et tout, écoute la musique derrière, mate comment c'est filmé,
Moi, ça me ramène à des films comme Superman Returns, quand le jeune Clark Kent il apprend à voler dans les champs de maïs. Ça me ramène à des scènes comme dans Batman Begins, quand Bruce Wayne apprend à se battre sur la glace avec Henry Ducard. Ça me ramène à des scènes de Spider-Man 1, de Sam Raimi, quand Peter essaye de... apprend à jongler entre les bâtiments avec sa toile, enfin tu vois, il saute dans le vide et il se ramasse. Et ça, c'est quoi? C'est des scènes d'entraînement avec des musiques épiques. Et ça, dans des films de super-héros, pour moi, c'est des scènes qui sont essentielles. Essentielles. S'il n'y a pas une scène comme ça dans un film de super-héros, je vais pas le voir du même œil. Pour moi, cette scène, Swimming Lessons, elle fait clairement la différence. Avec beaucoup de films de la concurrence, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai besoin de scènes comme ça dans les films de super-héros. Training, montage, musique épique, iconisation du personnage, parce qu'on le voit depuis son... On le voit apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Voilà. C'est tout. Donc gros point positif cette scène. Il y a un petit discours écologiste qui est juste survolé mais qui fait toujours plaisir à entendre. Hein. Le fait que l'homme tue des baleines, c'est pas bien. Le fait que l'homme balance toute sa merde dans l'eau et que c'est vraiment pas bien. Bon, dit comme ça fait un peu... Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ça, c'est bien dans un film de parler de ce genre de choses. Voilà. Même si ça changera pas la face du monde. Donc, même si l'homme n'arrêtera pas du jour au lendemain parce qu'il a vu Aquaman de balancer sa canette de coca au fond de l'océan, ou si ça n'empêchera pas les baleiniers japonais de massacrer des dizaines de baleines tous les jours, malheureusement, il faut quand même voir ça. Et en plus de ça, ça donne une vraie motivation au méchant. Et comment tu iconises un méchant en lui donnant une vraie motivation, hein. Alors, plus ou moins, j'ai marqué. Jason Momoa. J'ai été très réticent à l'idée de voir Jason Momoa incarner Aquaman parce que moi, vous savez que j'aime bien quand un film est comics accurate, j'aime bien quand Superman est blanc-brun, j'aime bien quand Wonder Woman est blanche-brune, j'aime bien quand Jon Stewart est black, j'aime bien quand, voilà, je veux dire, il faut respecter les personnages tels qu'ils sont dans les comics. Et Arthur Curry, il est blanc, blond, yeux bleus, les cheveux au carré. D'ailleurs, c'est pas du tout Jason Momoa, quoi. Et quand j'ai vu que c'était Jason Momoa qui allait incarner Aquaman, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont contre les blonds, quoi. Merde. Enfin, quand je vois cette version d'Arthur Curry qui est très badass, qui est beaucoup dans l'humour, qui fait un peu beauf, qui fait un peu le mec qui rote, il pète, qui fait un peu crado. T'es à des antipodes d'Arthur Curry qui est un mec super noble, qui est toujours droit. Le problème, c'est que l'Arthur Curry des comics, il est chiant. Voilà, je le dis, hein, je me suis encore tapé 300 pages de lecture Aquaman ces derniers temps. Le personnage d'Arthur Curry dans les comics, il est chiant. C'est une espèce de Superman, mais sans tout le côté mythique de Superman. C'est-à-dire qu'au niveau du personnage, c'est Superman, mais sans la superbe de Superman. Tu vois, il est droit dans ses bottes, il a vraiment, lui, ce côté boy scout, mais il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus parce que Aquaman, c'est Arthur Curry. Tu vois, c'est pas comme Superman où tu as d'un côté Superman et d'un côté Clark Kent. Et ce sont deux entités complètement différentes finalement. Comme Bruce Wayne et Batman, deux entités complètement différentes. Arthur Curry, il n'y a pas. Arthur Curry, c'est Aquaman. C'est tout. Il n'y a pas de dualité dans son identité. Et du coup, ça rend le personnage extrêmement lisse, extrêmement froid et chiant. Et chiant. Moi, Arthur Curry, quand je lis du Aquaman, je trouve que ce personnage est chiant. Vraiment. Et donc du coup, le fait de l'avoir réinterprété comme ça et d'en avoir fait quasiment l'extrême opposé, un mec qui rote, qui pète, qui boit de la bière, et au final c'est pas plus mal parce que ça rend le personnage attachant. Et je préfère voir ce cliché-là. À la limite, ce que j'aurais préféré, c'est qu'on retravaille la caractérisation d'Arthur, mais pas le physique. C'est-à-dire que j'aurais aimé voir un Arthur blanc, blond. Pas parce que je suis un néo-nazi ou quoi que ce soit, calmez-vous, c'est juste parce que dans les comics c'est comme ça et que j'aime bien qu'on respecte les comics comme j'ai déjà expliqué. Moi ce que j'aurais voulu c'est ça, c'est qu'on caste un acteur blanc, blond, athlétique, machin et tout, qui a la gueule d'Arthur Curry, mais par contre on aurait pu s'amuser à modifier sa caractérisation pour en faire un personnage moins chiant, voilà. Là du coup ils sont allés dans le complet opposé, après le film est très très bon, et du coup au final ça me pose pas plus de problèmes que ça, que l'Aquaman physiquement il ressemble pas au Aquaman des comics. Au final, je me dis que c'est peut-être pas plus mal parce que ça évite que le personnage soit chiant. Et si on avait adapté le même Arthur Curry dans les comics, le film n'aurait pas marché. Parce que les gens auraient dit, mais c'est chiant comme la pluie. Ça l'aurait franchement pas fait. Personne ne se serait attaché à lui et le film aurait coulé. Ah 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 ah. Petite séquence course-poursuite avec quand Arthur vient de se battre
pour la première fois contre son frère Orm dans le Ring of Fire. Mera vient le chercher en vaisseau, ils se barrent et ils sont poursuivis par l'armée d'Orm. Et séquence course-poursuite avec la musique de Jean-Michel Jarre, comme j'explique. C'est hyper cool, c'est le pied total ce film, tu vois. C'est le pied total, t'es dans le noir, t'as les écouteurs, tu regardes ça, t'as la musique à la Jean-Michel Jarre, course-poursuite à la Star Wars avec des lumières, des couleurs de partout. C'est le pied, tu vois, c'est le pied, ce film, c'est l'éclate. Ah, je pense que celui-ci est assez subjectif. Voilà, le personnage est bien interprété, Mera. Ils ont respecté ses pouvoirs, le fait de contrôler. Mera, elle a un contrôle total et absolu de la flotte, en fait. Voilà, aussi bien la flotte que tu as dans toi, elle peut t'assécher la gueule et te transformer en raisin sec en extractant, en extrayant, je sais pas comment on dit, toute l'humidité que tu as dans toi, tu vois, elle peut te transformer en cacahuète, la meuf. Et à côté de ça, elle peut séparer la mer en deux comme Moïse, tu vois. Elle a ce pouvoir infini, Mera, sur l'eau. Et du coup, elle a des pouvoirs qui sont presque plus craqués que ceux d'Aquaman. Donc le personnage est respecté, physiquement on est bon. Personnage très attachant, elle est magnifique. Amber Heard, franchement, dans ce film, tu tombes amoureux, quoi. Dès qu'elle apparaît à l'écran, t'es amoureux d'elle, quoi, clairement. Donc non, c'est réussi. Black Manta, j'aime beaucoup Black Manta. Je sais pas, l'acteur, il a une gueule, tu vois. La première fois que tu le vois, il a vraiment une gueule de bad guy. Son costume est plutôt bien réussi, je trouve aussi. Certains diront que c'est extrêmement kitsch, moi je trouve pas. Je trouve que le costume de Black Manta, il est super bien foutu. C'est là où il est fort, James Wan, c'est que son film, il y a un côté à la fois très, très cucu, où on est vachement comics accurate sur certains trucs, genre le costume de Black Manta, c'est le même que dans les comics, le costume d'Arthur Curry, c'est le même que dans les comics. Tu vois, on est vraiment... Normalement, tu réadaptes des choses des comics pour pas que ça soit con, tu vois, pour que ça passe un peu mieux aux yeux du grand public. Et là, non, James Wan, il est à la fond dans le délire, rien à foutre, et il a eu ce culot-là, hormis pour le personnage d'Arthur Curry qui n'est pas totalement respecté, mais là, il s'est dit, je vais pas réadapter le costume de Black Manta pour en faire un truc réaliste, rien à foutre, je vais prendre le costume de Black Manta et je lui dis chapeau, parce que franchement, c'est super bien réussi. Et j'aime beaucoup l'acteur qui est sous le masque, et j'ai hâte de revoir Black Manta, parce que Black Manta, quand il veut, il fait du sale. Hein. Black Manta, il est capable de faire beaucoup, beaucoup de sale, donc j'ai hâte de revoir Black Manta qui va venir se venger dans Aquaman 2 d'Arthur. J'ai vraiment hâte, cet acteur, moi je le kiffe, franchement. Je sais plus comment il s'appelle, il a un nom à rallonge, mais voilà, super cool. Tiens, je parlais de l'OST, il y a une petite musique qui intervient souvent lorsque Mera est en pleine action. Je l'ai appelé le thème de Mera et elle n'existe pas sur l'OST officiel, je la trouve nulle part. Le seul moyen de l'entendre, c'est de regarder le film. Vous savez, c'est quand Mera elle fait péter toutes les bouteilles de vin dans l'épicerie italienne et qu'elle s'en sert comme des poignards qu'elle envoie sur ses ennemis. Le thème à ce moment-là, le thème de Mera, c'est des espèces de chœurs féminins avec un riff à la guitare électrique assez soutenu. Ce thème, il est sublime. Pourquoi vous ne l'avez pas foutu dans le CD, bordel de merde, dans l'OST, quoi. Le thème de Mera. Lors de la séquence en Sicile, t'as tout qui s'effondre et tu vois Arthur qui prend le temps d'aller sauver des fillettes, enfin des gens, quoi. Donc ça c'est cool, c'est un super héros, c'est respecté. Toute la séquence d'action en Sicile, elle est ouf, avec les plans séquences de course-poursuite, l'attaque dans l'épicerie, dans la boutique de bouteilles de vin là. Ensuite on arrive, la grosse séquence visuelle du film qui a plu à énormément de monde, et j'en fais partie, la fosse. Les attaques des créatures de la fosse. Et ce visuel de fou où Arthur plonge avec Mera et Mera dans une main et dans l'autre main la fusée éclairante afin d'éloigner les créatures de la fosse. Ce visuel, il est oufissime. Mais c'est au cinéma, la première fois que tu vois ça, mais c'est un truc de ouf. Le costume d'Aquaman, le retour du roi en costume, il sort de la cascade, il a son trident, il a son costume, il tape le trident au sol, ralenti, ça fait très kitsch, ça fait très années 90, film d'action, mais c'est kiffant, c'est le plaisir des yeux, c'est ce que je demande dans un film de super-héros, ça c'est l'iconisation du personnage. Le costume de Sean Master, pareil, on est à fond dans le délire du comics, le costume de Sean Master, il est hyper, comment dire, comics accurate, et on est bon. Et on est bon, c'est pas ridicule, je veux dire, tout coule de source, quoi. Il y a une direction artistique dans ce film qui
qui est cohérente et qui fait que tout coule de source. Même quand Mera a son espèce de robe de soirée en méduse, là, ça rend super bien, quoi. La séquence du baiser entre Arthur et Mera, au plein milieu de la bataille, visuellement, mais c'est la gifle. Pareil, tu vois, ça c'est très con. Ça aussi, c'est très, très séquence cucu du cinéma hollywoodien. Mais putain, c'est magnifique visuellement, c'est magnifique. Et puis le duel final. Le duel final. Visuellement, mais la gifle. T'as des plans iconiques en contre-plongée. On te présente d'un côté Arthur, bam, de l'autre, Orm, bam. Tu vois, c'est vraiment la grosse affiche, quoi. Ils vont s'affronter dans quelques secondes. Restez derrière vos écrans. Et on te le fait, voilà, avec des plans immenses, des contre-plongées, avec la pluie qui s'abat sur eux. Et là, t'as l'impression de voir du Jim Lee en action. T'as l'impression de voir du Evan Van Siver. C'est le comic book qui prend vie au cinéma, qui s'anime, quoi. Clairement, moi j'ai vraiment vu des splash pages, tu sais, dans les comics, tu as toujours des plages complètes avec un portrait d'un personnage, que ce soit un Green Lantern, un Batman sur une gargouille, ou Aquaman qui sort de l'eau avec son trident avec des requins derrière. Moi j'ai l'impression de voir ça, quand j'ai des plans comme ça au cinéma, c'est le comics qui prend vie, quoi. Et c'est ce que je veux voir. Visuellement, ce film est une putain de branlée. Dernière scène du film. Discours. Mon père était un gardien de phare, ma mère était une reine, ils ont fait de moi ce que je suis le défenseur des océans, je suis un enfant de la terre, je suis Aquaman. Discours, thème d'Atlantide, variation finale. Je suis Aquaman, bam, fin du film. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'iconisation. C'est comme ça qu'on rend un personnage légendaire. Bref, Aquaman. Un des meilleurs films de super-héros pour moi de ces dernières années. Mais vraiment, je le dis, j'ai préféré Aquaman à Wonder Woman, j'ai préféré Aquaman à BVS, c'est de très loin. Est-ce que j'ai préféré Aquaman à Man of Steel? C'est pas les mêmes genres de films. 17 sur 20, c'est la note que je donne à Aquaman. Très très haute note. Quand on sait que mon film préféré de tout l'univers d'ici, c'est Batman Begins et que je lui ai mis 18 sur 20, Aquaman juste un point en dessous. 3 points au-dessus de Man of Steel, qui jusque-là était mon film préféré du DCU, qui est battu à plate couture, parce qu'Aquaman c'est épique. C'est un film qui mélange plusieurs genres. On a de l'aventure, on a une petite séquence horrifique, une histoire d'amour, on a plusieurs horizons explorés, notamment les fonds marins, et ça n'a jamais été fait au cinéma, ou alors pas de si belle manière. Visuellement, c'est une gifle. Auditivement parlant, c'est une gifle. Au niveau des sons, enfin de l'ambiance sonore, des musiques, ce film est un orgasme sur plusieurs points. Il y a des défauts, forcément. Le fait que 17 sur 20, pourquoi ce film n'a pas une encore meilleure note, c'est parce que ça manque peut-être de gravité, ça manque de choses peut-être un peu plus brutales, ça manque un petit peu de violence, je pense, qu'on secoue un peu plus le spectateur. Voilà, ça manque un peu d'enjeu, malheureusement. C'est un défaut qui est inhérent à beaucoup de films de super-héros ces dernières années, vous le savez. Mais là, on a une iconisation du personnage. On a un scénario qui est intelligible, sans être simpliste, qui reprend les meilleurs arcs qu'on a lus dans toute l'historique de publication d'Aquaman. On reprend les choses principales, on modernise tout ça bien évidemment, on est fidèle aux comics sur beaucoup de points, on va jusqu'à être fidèle sur les costumes, tu vois. Même si le personnage d'Arthur, mais je l'ai expliqué, c'est une réadaptation et c'est pas plus mal parce que le personnage d'Arthur est chiant dans les comics, donc c'est peut-être pas plus mal que ce soit comme ça au final. Donc on modifie des trucs pour les améliorer, on reste fidèle à l'esprit du comics de base. On rend hommage aux comics de base avec des plans magnifiques, des visuels de fou, parce qu'à la base c'est ça un bon comics, c'est des visuels de fou.
Donc c'est un vrai bon comic books movie Aquaman. Et c'est pour cette raison que je le note aussi au 17/20. Il va être très difficile à battre sur les années qui vont venir là. Bon, comme je vous l'avais dit, en ce moment c'est les montagnes russes. Hein, on a commencé avec Man of Steel, après on était sur BVS, après on a eu quoi après BVS? On a eu Wonder Woman, après on a eu Justice League, après on a Aquaman, Shazam, Joker. Voilà. Là je vous ai un petit peu spoil ce qui va se passer dans les prochains magnétoscopes. À ce jour il m'en reste plus que 2 à faire, Shazam et Joker. Et puis après, il y aura Birds of Prey, etc. etc. Mais j'attends d'avoir le Blu-ray des films chez moi pour pouvoir le revisionner pour faire mes reviews. Bref, merci à vous tous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis.